dans la langue française. Elles étaient en effet, depuis le XIVe siècle, contenues dans la notion de civilité, sur laquelle ils se sont étayés et qu'ils ont fini par relayer. Lorsque l'usage confirma le terme de politesse, il fut d'abord considéré comme un synonyme du mot civilité, et comme lui, connoté de façon ambiguë et traversé par des tensions internes. Tension, d'abord, entre l'être et le paraître. Est-on civil, poli, parce que tout en nous reflète une âme élevée, ou parce qu'on a appris à se masquer derrière une apparence éternellement polissée? Tension ensuite entre l'universel et le particulier. Les règles de la civilité, politesse, sont-elles faites pour tout le monde, ou demeurent-elles l'apanage, la marque distinctive d'une caste sociale supérieure aux autres? De la réponse éventuelle à ces questions découlait enfin une dernière tension. La civilité, politesse, est-elle un bien ou un mal? Doit-on l'enseigner, et si oui, à qui, comme vertu sociale, ou la condamner comme source d'hypocrisie ou de ségrégation sociale? Dans un discours fameux prononcé au lycée Henri IV en 1892, le philosophe Henri Bergson a brillamment répondu à cette question. Il distingue trois formes de politesse. La politesse des manières n'est qu'une simple application des codes et des règles et n'a pas grand-chose à voir avec la civilisation. Les gens les plus civils ne sont pas toujours les plus civilisés. La politesse de l'esprit est un talent, celui de savoir valoriser ses interlocuteurs et leur accorder l'exacte qualité d'attention qu'ils attendent de vous. Mais la seule qui mérite la qualité de vertu, c'est la politesse du cœur, qu'il décrit comme la charité s'exerçant dans la région des amours-propres. La politesse, 2008, page 27. Petit 2. De la tension au clivage. Ces tensions furent finalement résolues par le clivage. On nuança si bien les deux termes de politesse et de civilité qu'ils finirent par représenter des valeurs opposées. Mais si l'on en croit les historiens, notamment Roger Chartier, Lecture et lecteur dans la France d'Ancien Régime, PUF, 1987, ce travail du sens s'effectua de façon assez fluctuante. Il se fit d'abord aux dépens de la civilité, réduite à l'application mécanique des règles, sorte de masque social que l'on porterait par crainte d'être mal jugé, tandis que la politesse, elle, relèverait de l'âme et de la morale. La preuve, disait-on, était que les gens du commun pouvaient être civils, mais non polis. Devant de tels arguments, la Révolution se chargea d'inverser les valeurs. La civilité devint une vertu, notamment républicaine, et la politesse n'en fut plus que l'expression de surface. Enfin, au XIXe siècle, la bourgeoisie montante, sans doute par souci de démarcation, retourna aux valeurs anciennes. La civilité, accessible aux gens du peuple, fut de nouveau dévaluée et la politesse retrouva son statut de valeur morale, reposant sur une sorte d'adéquation évidente entre l'aisance en société et la supériorité sociale. Parallèlement, les traités de civilité, qui enseignaient aussi bien les vertus morales de l'homme bien élevé que l'art de se conduire en société, devinrent des traités de savoir-vivre. Et on ne parla plus de civilité, laissant côte à côte ou face à face la politesse et le savoir-vivre représentaient tous deux l'idée que les relations sociales sont soumises à des règles et qu'il y a de bonnes et de mauvaises façons de se conduire. Or, cette idée-là soulève aujourd'hui comme hier les mêmes questions éthiques ou sociales. L'évolution du vocabulaire n'a pas réduit les tensions internes qu'un seul terme, quel qu'il soit, ne peut sans doute pas assumer entièrement. D'où la nécessité de mettre toujours deux termes en perspective pour traduire les polarités inhérentes au phénomène lui-même. En ce début du XXIe siècle, alors même que la lutte contre les incivilités
prend quelquefois l'apparence d'une cause nationale, on oppose parfois le respect, plus noble, à la politesse, qui serait plus mesquine. Mais l'apparition de cette nouvelle polarité ne résout rien. Le respect des autres et le respect de soi forment depuis toujours le socle de la politesse, à tel point que dans une forme métonymique, il la représente tout entière. Voir chapitre 4. En exigeant le respect, on revendique la politesse. Les deux mots deviennent de quasi-synonymes. On a, encore une fois, deux mots pour un même objet. Cependant, si des aspects sémantiques sont encore parfois posés, ce sont moins les mots eux-mêmes que les significations qu'ils véhiculent qui retiennent l'attention des chercheurs. Grand 2. Politesse et savoir-vivre. Un objet de recherche en sciences humaines. Même si la politesse a pu être un objet de réflexion pour des philosophes comme Kant ou Alain, confère Camille Pernot, La politesse et sa philosophie, PUF 1996, ou Michel Malherbe, Qu'est-ce que la politesse, Vrin 2008, c'est Norbert Elias qui l'un des premiers a compris son importance. Son essai « La civilisation des mœurs » paru en 1969, qui appréhende la civilisation occidentale à travers l'histoire et la signification de la politesse, peut en effet être considéré comme un texte fondateur. Norbert Elias y traite des origines de la politesse et concentre ses analyses sur l'apparition et l'évolution de la civilité, sur le terme lui-même qu'il considère comme l'incarnation d'une société qui a contribué à la formation spécifique du comportement occidental ou à la civilisation, et sur ce que traduit ce terme, abordé comme l'expression et le symbole d'une réalité sociale. Page 77. Travaillant simultanément dans plusieurs directions, historiques, sémiologiques, sociologiques, interculturelles, Norbert Elias a ouvert des perspectives de recherche variées, dont plusieurs ont été exploitées par la suite. On retrouve son intérêt pour l'évolution des mots et de la littérature de la civilité chez l'historien Roger Chartier, ou dans les publications du Centre de recherche en communication et didactique de Clermont-Ferrand, qui a notamment réalisé sous la direction d'Alain Montandon le Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoir-vivre, 1997. Cette dernière équipe a également exploité une autre piste ouverte par Norbert Elias, celle de la comparaison interculturelle de la politesse dans les différents pays d'Europe. Cependant, à côté de ces recherches assez directement inspirées de Norbert Elias, il en est d'autres qui, au savoir-vivre codifié dans l'écrit, ont préféré la politesse en acte. L'un des représentants les plus importants de ce courant, le sociologue américain Erving Goffman, se situe dans la perspective interactionniste. Choisissant une démarche pragmatique d'observation des conduites quotidiennes, il a analysé les relations sociales en termes de rituels d'interaction, 1974, sous-tendus par des règles de politesse ayant essentiellement pour fonction de protéger la face, image positive de soi, et le territoire, sphère personnelle et privée, des personnes entrant en interaction. L'influence d'Erving Goffman perdure dans les sciences sociales. Elle se fait notamment sentir dans l'analyse conversationnelle où les travaux des linguistes américains Penelope Brown et Stephen Levinson, 1987, directement inspirés de la taxinomie goffmanienne, font encore autorité. Ils montrent que les conversations sont régies par des stratégies énonciatives, dites de politesse, qui ont pour but essentiel la protection et la valorisation mutuelle des locuteurs. Celles-ci transitent par des énoncés codifiés, dont la présence et la structure influencent notablement le déroulement des échanges communicatifs. Mes propres recherches se réclament à la fois de Norbert Elias et de Erving Goffman. Du second, je retiens l'idée que l'observation des comportements quotidiens constitue une démarche privilégiée pour appréhender l'ordre social. Mais comme le premier,
J'ai voulu chercher. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.